Bienvenue dans le Vaucluse Cast, autrement appelé le 56 Cast numéro 84. Et juste à chaque fois, on se demande 30 secondes avant en panique quel est le département de cette fois-ci. Et si un jour on se plante, ça va être terrible parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va venir de ce département en question et qui va nous en vouloir à mort. C'est bientôt fini. Les départements, c'est bientôt fini. Non, ça s'arrêtera jamais. Cette semaine, on va parler de Google, de l'intelligence artificielle selon Google, du hardware de Google avec Erwan Cario. Et nous allons parler de surveillance avec Tristan Lito. Pardon. En fait, je voudrais commencer par une rubrique qu'on n'a pas fait depuis super longtemps et qui me manque un petit peu. C'est l'Internet Bullshit. Vous vous souvenez de l'Internet Bullshit? Ah oui, bah oui. Et il y en a eu un magnifique le 6 octobre à 8h55 du matin sur France Inter. Patrick Cohen avait invité l'écrivain Frédéric Becbédé. Et il avait quelque chose à dire. Chronique à moitié, en fait c'est à moitié régulier, je crois. Ouais, bon, J'en sais rien, j'écoute pas France Inter, ça me déprime. Toujours est-il que ce matin-là... Mais non mais franchement, t'allumes, t'as toujours un ministre qui est en train de dire qu'il faut passer la retraite à 67 ans, ça va quoi. Et donc ce matin, il y avait... Parfois, il parle de surveillance, eh bien, état d'urgence, les coups de menton et tout. C'est ça. Il y a un moment où j'écoutais la radio le matin et je me suis rendu compte que ça me foutait en rogne pour toute la journée. J'ai arrêté, je m'en porte beaucoup mieux. Et ce matin-là, Frédéric Becbédé voulait parler de Facebook, qui a encore fait parler de lui parce qu'il a encore censuré une photo, parce qu'il y avait un nu dedans, alors que c'était la photo historique de la petite fille brûlée au napalm dans la guerre du Vietnam. Sauf que là, c'était pas n'importe qui avait posté la photo, en plus c'était la première ministre de la Norvège, Erna Solberg. Donc franchement, t'es Facebook, t'as pas peur quoi, tu censures la première ministre norvégienne sur une photo historique de la guerre du Vietnam. Eh oui, mais la petite fille, elle est toute nue, c'est de la pédopornographie. Bon. Alors, ils ont été quand même particulièrement débiles. Hein, oui. Je pense que dans l'échelle du débile, Facebook, là, ils ont été... Mais ils peuvent en faire pire encore. Il ne faut pas les sous-estimer. Je pense qu'il faut un concours, de toute façon. Ouais. Jusqu'où on peut aller. En tout cas... Ils se tirent la bourre avec Orange, par exemple, qui a censuré... c'était bien ça. Ah, ça, c'était bien, ça. Orange qui a mis dans sa liste des sites terroristes. Il y avait donc Wikipédia et Google. Ouais. Voilà. Bien. Non, je pense qu'ils se tirent la bourre entre Facebook et Orange. Donc je étais où? Ouais, donc indignation générale, Facebook, censure, tout ça, c'est pas bien. Et indignation générale, indignation de Becbédé. Et qu'est-ce que ça donne un Becbédé indigné? Eh ben d'abord, il commence par faire la voix de Dark Vador. J'ai pas compris le rapport. Donc déformation de voix, effet spécial et tout ça. Je suis Frédéric Becbédé. Ok. Après il fait une voix robotique à l'hélium. Avec la voix déformée là. Tu comprends pas où il veut en venir. Et après, ça finit là-dessus. La planète est entre les mains d'informaticiens boutonneux à lunettes qui ne sortaient pas de chez eux et qui n'en ont rien à foutre de la démocratie ou de la vie privée. Mark Zuckerberg, Reed Hastings, Jeff Bezos, c'est pas des hédonistes. Ces mecs, ils connaissent toutes les répliques de Star Wars par cœur, mais ils ont autant de fantaisie que l'agent Smith. On parle de mecs qui écoutaient Yellow Magic Orchestra, mais ignoraient l'existence de Bob Marley. Je sais pas si vous mesurez l'ampleur du problème. Des mecs qui se sont pris des râteaux avec toutes les filles jusqu'à leur premier milliard d'euros. Des mecs qui ne savent pas danser, ni surfer, ni skater, ni breaker. Alors que Patrick Cohen, vous êtes le patron du moonwalk. Des mecs complexés physiquement, qui n'ont fait que se tirer sur la tige pendant leurs 25 premières années, des premiers de la classe en maths, des champions en algorithme, c'est-à-dire en une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Voilà qui nous gouverne actuellement. Il va pas être marrant le 21e siècle. En plus, le mec, il a quand même été chercher la définition d'algorithme sur Wikipédia. Et il montre bien qu'il trouve ça trop compliqué et que c'est un truc de boutonneux qui n'a pas vu de fille jusqu'à ses 25. Alors, c'est au-delà du fait que se moquer des geeks en 2016, au bout d'un moment, on peut peut-être passer à autre chose, c'est quand même con parce que sur cette histoire de censure par Facebook, d'algorithmes qui prennent le pouvoir, il y a quand même des tas de choses intéressantes à dire, du genre ici... Avec vous, on a quand même parlé d'une phrase qui dit « code is law », du genre quand c'est l'algorithme, quand il y a des flous dans la loi et que l'algorithme lui-même fait la loi en définissant ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Il y a des choses très intelligentes à dire sur les algorithmes qui prennent le pouvoir dans le monde, mais pas ça. Mais Becbédé, si tu nous écoutes, regarde le 56 Cast. Mais oui. Mais surtout, ce qui est désolant là-dedans, c'est qu'on sent très bien qu'il veut faire de l'humour. C'est-à-dire, il dit pas ça au premier degré et tout ça, mais le problème, c'est que même ça, c'est rance au deuxième et au troisième degré. Mais c'est-à-dire que ça fait personne, c'était rigolo à la limite en 2001, si tu voulais un peu faire le truc un peu à contre-courant, mais là, maintenant, c'est juste
un peu pitoyable. Ouais, c'est à l'époque où on mettait des arrobas dans les mots pour faire moderne, c'est ça? C'est ça. Ouais, voilà. Il a ce côté-là, voilà. C'est ça. Il a ce côté arrobase, en fait. Hashtag vieux con. Ouais. Pardon. Moi, les quartiers libres. Alors, Tristan, t'es venu plein de fois faire des chroniques et nous parler de surveillance et c'était à chaque fois passionnant et tu nous disais, tout ça c'est des chapitres que je mets sur mon blog et à la fin, ça fera un livre. Et là, regardez ce qui s'est passé. Parce qu'on a 2 exemplaires. En 2 exemplaires. Ah, 2, ouais. Il est sorti et franchement, c'est pas pour te jeter des fleurs parce que t'es mon chroniqueur préféré, mais franchement c'est génial parce que tout ce que raconte Tristan sur la surveillance depuis toujours, là, quand c'est condensé d'une page après l'autre et que tu lis ça d'un coup, tu tournes la page et il y a encore des démonstrations, des anecdotes et tout ça, et ça paraît limpide et percutant à un point où la moindre personne qui t'interrompt pendant la lecture du livre te dit « Il faut que tu lises ça, il faut que tu lises ça ». Si vous n'aviez jamais vu un chroniqueur rougir à l'écran, je pense que c'est fait. Bon, c'est gentil, merci Camille. Moi, je me suis bien amusé à l'écrire en tout cas. Ouais. Et j'espère qu'il est accessible à tout le monde. C'est pas un truc. Et dedans, il y a une carte de tes déplacements surveillés par Google Maps où on te voit venir au 56 Cast et repartir. Ouais. Puisque c'est le jour où, grâce à vous deux, vous m'avez convaincu d'écrire un livre. Donc voilà. Attends, on n'a pas eu non plus à te foutre des coups de pied au cul. J'avais une furieuse envie, mais vous m'avez débloqué, quoi. Sur ton blog, c'était marqué chapitre 1, chapitre 2. Non, on n'en était pas encore là. On n'en était pas encore là. C'est Erwan, me souviens, m'a dit non, mais de toute façon, on a les dates des billets de blog, etc. C'est un sujet que je creusais depuis un bout de temps. J'avais envie d'écrire un livre. Et je lui dis, mais moi, je sais écrire des billets de blog, mais je sais pas écrire un livre. Il m'a dit, tu fais un plan. Et alors là, déjà, si tu veux, moi, faire un plan, c'est juste, mais je sais pas faire, quoi. Ça, c'est un truc de littéraire. Et moi, je suis ingénieur, tu vois. Et là, je lui dis, un plan, c'est pas possible. Et il me dit, et quand t'as le plan, eh bien, chaque item, c'est un billet de blog. Et en fait, chaque billet de blog est un chapitre. Et là, je fais, putain, c'est limpide, en fait. Et je suis rentré. En fait, il suffit d'écrire plusieurs billets de blog et ça fait un livre. Exactement. J'ai pris 4 feuilles A4 que j'ai collées avec des bouts de scotch. Et j'ai commencé à noter des mots-clés. Et après, j'ai fait des flèches. Et à la fin, ça fait un plan. Et j'ai commencé à écrire. Et puis, ça a donné des billets de blog. Et puis, voilà, ça a donné un livre. Trop cool. Et donc, le plan, c'est grand 1, les dangers de la surveillance. Grand 2, les mécanismes de la surveillance. Donc, dans les dangers de la surveillance, on apprend pourquoi la surveillance, c'est pas bien et pourquoi c'est une connerie de dire, mais de toute façon, j'ai rien à cacher et tout ça, que c'est toujours gênant d'être surveillé avec toutes les dérives et tous les problèmes qu'il y a quand on se rend compte que nos données personnelles servent à faire des tas de choses qu'on n'avait pas pensé et qui nous gênent, même si en soi, c'est pas quelque chose de secret. Dans la deuxième partie, les mécanismes de la surveillance, tu expliques un peu techniquement comment ça marche Internet, comment on fait pour être surveillé, et où vont les données, où elles devraient aller et où elles finissent par aller. Troisième partie, un autre réseau est possible. Oui, parce que je voulais expliquer le problème, mais je voulais arriver avec des solutions aussi. Oui. Et donc, il y a des solutions dans la troisième partie et dans la quatrième partie, 2 types de solutions très différentes. Quatrième partie, un internaute averti en vaut 10. Voilà, 10, 1, 0, il faudrait lire, oui évidemment, c'est du binaire. Tu aurais pu faire le jeu de mots du podcast ZQSD que j'adore, tu aurais pu mettre un internaute azerty en vaut 10. D'accord, oui. Non, je sais pas, pardon, j'aime beaucoup. Ah oui, c'est là. Il fallait, voilà, c'était dans ma tête. Il fallait que ça sorte, quoi, oui. Voilà, un internaute averti en vaut 10, en fait, tu l'as pas mis en chiffres. Parce que c'est une blague sur... Non mais c'est mon éditeur qui a fait la correction. Parce que c'est la blague. Moi je l'avais mis à 1-0. Il y a ceux qui comprennent le... Il y a 10 catégories de personnes dans la vie, ceux qui comprennent le binaire et les autres. Exactement, c'est ça. C'est en référence à ça. C'est ballot. Oui, mais 10 en même temps, 1-0, ça peut se prononcer 10, mais c'est... Et donc oui, donc à la fin, dans les dernières parties, il y a aussi tout ce que tu nous disais aussi dans 56 cas sur comment on peut faire maintenant. Je suis scandalisée par tout ce que j'ai lu dans les 2 premières parties. Comment on peut faire pour se réapproprier les données et pour arrêter de participer à la centralisation dans les silos de Google et compagnie. La partie 3, c'est des principes qui sont pour des informaticiens et comment on invente un Internet décentralisé. Et ça c'est un discours assez généraliste avec des informaticiens. Bon, si on inventait un nouvel Internet,
Et la quatrième partie, c'est monsieur et madame tout le monde, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour limiter la surveillance de masse? Mais alors, des choses hyper faciles à mettre en œuvre rapidement et si possible gratuites ou en tout cas pas cher du tout. Et puis voilà, parce que je veux pas que les gens se disent merde c'est foutu et qu'ils se résignent. Tu vois, ça y est, de toute façon je peux rien faire. L'informatique c'est compliqué. Oui, c'est pas simple l'informatique, mais il y a un certain nombre d'étapes et de choses simples à faire. Et les voici. Alors l'inconvénient, c'est que aujourd'hui, je parle de produits qu'il faut utiliser, etc. Et ça, c'est une partie qui va devenir obsolète assez rapidement. Oui. Parce donc mise à jour tous les 2 ans. J'ai un copain qui a écrit un bouquin sur les jeux vidéo, il fait ça aussi régulièrement, il fait des nouvelles éditions. Ouais, ça arrive. Mais ce qui est intéressant dans le livre, je vais revenir sur 2 passages que je trouve assez fascinants dans ton bouquin. C'est toujours comme les chroniqueurs sur les plateaux télé, il a lu le premier chapitre et la page 100. Mais pas du tout. Non, c'est d'une part, je trouve que le fait d'avoir ça dans un livre, ça justifie même l'objet livre en lui-même. C'est d'avoir tout ça condensé, tous tes sujets où il y a une suite logique entre les chapitres, entre les passages. Je trouve que ça donne une cohérence à ce livre qui n'est pas, contrairement à ce que tu as dit sur le making-of, qui n'est pas qu'une suite de billets de blog, c'est un objet qui a sa propre cohérence. Mais je voudrais revenir sur 2 passages que je trouve assez fascinants dans ton bouquin, qui sont, le premier, et tu expliques bien que c'est une question difficile, c'est pourquoi c'est pas bien. C'est-à-dire que je trouve assez intéressant ce passage dans ton livre, pourquoi la surveillance de masse n'est pas bien. Et tu dis, c'est peut-être la question la plus complexe du livre en lui-même. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que tout ce bouquin explique tous les mécanismes, qu'est-ce qui se passe, comment y échapper, comment revenir dessus, comment ça marche et tout ça. Et en même temps, la question centrale qui est cette surveillance de masse existe, mais c'est pas bien, et elle est pas évidente. Ah non, mais c'est galère et j'en ai. Alors là, un truc qui n'était pas évident pour moi, c'est que j'ai commencé à lire des bouquins de philo. Ah oui. Donc j'ai sorti Foucault, Deleuze, Bentham. Et j'espère que c'est pas trop chiant, mais je suis allé chercher aussi des articles de loi, les droits de l'homme, etc. Pourquoi est-ce que c'est écrit dans la Convention européenne des droits de l'homme? C'est des vraies questions finalement politiques et philosophiques. C'est que si on est surveillé, en substance, on n'est pas libre. Et surtout, on n'est plus nous-mêmes dans le. Bon, après, il faut définir ce que c'est nous-mêmes, mais il y a quelque chose de l'ordre du libre arbitre qui crée l'individu. Enfin, qui est une partie complètement importante de l'individu. Or, quand on est surveillé, quand on sait qu'on est surveillé, on perd une partie de son libre arbitre parce qu'on modifie son comportement en fonction de la surveillance. Et c'est là-dessus, rien que ça, que je trouve assez limpide, mais c'est assez marrant d'avoir tout ce bouquin qui explique tous les mécanismes, et finalement, la question centrale, elle est compliquée. Elle est informatique, en fait. Ouais, elle est philosophique. Et le deuxième point, c'est la conclusion. J'ai dit oui, d'accord, je sais pas. Mais c'est aussi de dire, on a dit plein de choses sur la surveillance. Il y a plein de choses avec Snowden notamment, c'est un sujet quand même qui est récurrent, et où on peut sortir d'une partie, en tout cas de cette surveillance, d'une manière assez simple. Et en fait, on se rend compte que non, que le monde est en train de basculer dans une société de la surveillance totale, et il y a quand même une conclusion, un aveu d'impuissance. Enfin, de fait, oui, on n'est pas obligé d'y aller, on n'est pas obligé de rentrer dans ce monde de surveillance de masse, mais si on regarde ce qui est en train de se passer, c'est pas forcément, on n'est pas sorti, quoi. Oui, effectivement, et c'est pour ça que c'est cette partie 3 qui s'adresse plutôt à des informaticiens, qui est comment est-ce qu'on invente un Internet décentralisé puisque c'est la centralisation qui rend économiquement possible la surveillance de masse. Comment est-ce qu'on invente cet Internet? Mais aujourd'hui, la tendance lourde, c'est la centralisation sur des services à la Google, à la Facebook, parce que c'est plus pratique à monétiser, etc. Et que c'est important pour les sociétés cotées en bourse de montrer toujours des revenus qui augmentent. Tout ça, c'est très compliqué. Ça mène à cette centralisation, ça mène à cette surveillance de masse. Donc, je dis aux informaticiens, en tant qu'informaticien, on a un pouvoir d'agir puisque code is law, le code c'est la loi, à nous d'écrire le code qui permet de nous libérer.
Et puis il y a cette... Libérer les autres aussi. Et oui, libérez-nous, c'est citoyens finalement. On a de la chance parce qu'en fait, si le code c'est la loi, on est les législateurs du 21e siècle. Donc pour libérer tout le monde. Et puis après, il y a la quatrième partie qui est Monsieur et Madame tout le monde. Non, vous n'avez pas besoin d'attendre les informaticiens. Ne restez pas dans la résignation, il y a des choses à faire. Commencez par utiliser un navigateur, utiliser du logiciel libre, utiliser telles extensions avec votre navigateur. Évidemment, je recommande Firefox. Ouais, juste déjà, sérieusement, les gens changeaient de navigateur, quoi. Enfin, les Chrome, c'est pas compliqué. C'est exactement pareil. Et me dites pas, Firefox, c'est lourd, c'est lent, c'est plus vrai depuis 5 ans. Franchement, sérieux, changez de navigateur. Vous faites exporter les marque-pages, importer les marque-pages, ça prend 5 minutes. Voilà. Merci. Bon, on va revenir au sujet parce que là, vous l'avez énervé, là. Hein. Le taux d'utilisation de Chrome m'énerve. En tout cas, bravo. Voilà. Merci, je suis très fier. Bon, du coup, on va écouter Chewbacca. C'est la virgule what the fuck. C'est la meilleure transition de l'univers. C'est quelqu'un qui s'appelle Michael Glenister et qui a... Mais tu fais vachement bien. Des années d'entraînement. Michael Glenister, il a trouvé le cri de Chewbacca dans l'état d'objet du quotidien. Ça fait une super... Des poignées de porte, j'ai failli en enregistrer l'autre jour. Ça fait une super compile. Voilà, il y en a plein d'autres dans sa vidéo, faut aller la voir. J'adore. Bon, sur ce, on va passer à l'actu d'Erwan. C'est une nouvelle rubrique, c'est l'actu d'Erwan. L'actu d'Erwan. Alors c'était il y a quelques semaines, c'était le 4 octobre. Le 4 octobre, Google faisait un grand raout international. Alors c'était dans une petite salle, c'était marrant, il y avait une petite centaine de personnes en face, sauf que c'était retransmis sur les internets et puis... Bref, oui, je digresse parce que... Et bref, c'était pour annoncer, le gros truc qui était annoncé, c'est leur nouveau téléphone. C'était Pixel, c'était très annoncé, Google allait faire son téléphone, ça allait être le nouveau flagship Android machin, ils allaient changer de stratégie parce que à la place des Nexus qui étaient des milieux de gamme, ils allaient aller dans le haut de gamme, pardon. Flagship, c'est vaisseau amiral. Ouais, c'est le vaisseau amiral, le flag, ça se dit dans la téléphonie, machin, tout ça. Bref, c'est les gros... Toi, tu lis FrenchTech.fr. Non. et bref, donc on attendait tout ça, et puis c'était l'intitulé, c'était Made by Google. Donc ils allaient présenter sans doute probablement toute une série de matériel. Donc en fait, ils ont présenté plein de choses. Ils ont présenté notamment les smartphones Pixel, dont on a parlé, Pixel XL. Bref, le seul truc intéressant, c'est que c'est des trucs standards et que ça sort pas en France pour l'instant. Ils ont, parce que ça c'était annoncé depuis le premier semestre déjà, avec Android Nougat, donc la dernière version, ils ont parlé de Daydream, qui est leur plateforme consacrée à la réalité virtuelle sur Android, et notamment ils ont aussi montré le casque de réalité virtuelle en tissu qui irait avec Daydream. Donc il est super beau. Il est entièrement fait en peau de charentaise. C'est ça. Mais la peau de charentaise, c'est peut-être plus agréable que le carton. Oui, voilà, gros progrès. C'est gros progrès depuis le cardboard. Voilà. Et ils ont aussi présenté quoi? Ils ont aussi présenté Home, un espèce d'assistant domestique. Voilà. Comme ça, tu as des micros de Google dans ton salon. Comme ça, exactement. Et si tu veux l'éteindre, tu as pu appuyer sur un bouton. Oui. Mais il faut que mais sinon par défaut ça fonctionne. Et bref, ils ont. Et à chaque fois que tu veux t'en servir, il faut dire OK Google. OK Google. C'est ça. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans cette. Attends, je viens d'imaginer un truc de fou. Ça serait la fusion de l'assistant Google qui t'écoute tout le temps et des boutons Amazon Dash où quand tu appuies dessus, ça te recommande automatiquement du produit lessive ou des trucs que tu appuies là, tu sais, les trucs que tu colles sur ta machine à laver ou sur ton micro-ondes. Et là, si tu fusionnes les deux, il suffirait qu'à un moment quelqu'un dise ah, t'as vu, il n'y a plus beaucoup de shampoing et t'as les colis qui arrivent à la maison. Bienvenue dans l'avenir. Oui, c'est exactement ça. Mais bref, ce qui était, je pense, et ce qui m'a vraiment intéressé dans cette conférence, parce que j'adore vraiment les conférences Google, parce que aussi c'est là où, quand tu lis entre les lignes, tu vois leur stratégie et finalement aussi leur vision du monde. Et ce qui était le plus fascinant dans cette conférence, c'est que c'était une conférence basée sur le matériel, made by Google, où ils ont présenté le nouveau Chromecast, Google Wi-Fi, tout ça. Sauf qu'ils ont parlé d'une seule chose, l'intelligence artificielle. Et c'était ça leur sujet
majeur, c'était l'assistant Google Assistant, qui est grosso modo la version un peu bêta du Her, du film de Spike Jonze, du Her version Google, c'est-à-dire l'objet informatique avec qui tu vas parler, qui va apprendre à te connaître et qui va finalement digérer tout ce que tu es pour être l'assistant parfait et pour t'accompagner dans ta vie et pour que Google, et ils l'ont présenté au début, pardon, je finis ça, Google, c'est Sundar Pichai qui l'a dit au début, Google au début on a proposé un Google pour aider tous les internautes, maintenant nous voulons que chaque internaute ait son Google. Et tu changes de niveau à ce niveau-là. Pardon. Non, mais en fait, l'assistant dont tu parles, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. C'est une sorte d'enfant de Google Now, de Siri et d'un chatbot. C'est l'évolution de Google Now avec pour la mise. En fait, c'est la mise à jour de Google Now avec les intelligences artificielles, avec les réseaux de neurones, avec l'intelligence, tous les progrès en intelligence artificielle qu'ils ont fait durant ces dernières années en reconnaissance d'images, en traduction, parce que c'est un des sujets majeurs de l'intelligence artificielle, et en modélisation de la conversation aussi. Ça, c'est un truc qu'ils aiment beaucoup. C'est-à-dire que grosso modo, maintenant, tu vas pouvoir discuter avec Google Assistant et il gardera trace des répliques précédentes. C'est-à-dire, je veux aller là et puis j'aimerais bien trouver un restaurant. Et ben en fait, il va revenir de quel lieu est-ce qu'on parlait. Et ben il va trouver un restaurant à tel endroit. Et comme ça, tu vas toujours manger au même restaurant. Tu vas manger, non, parce que si tu dis finalement je l'aime pas, bah, tu en trouveras un autre la prochaine fois. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est le cœur de Google aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Et finalement, cet assistant qu'on peut trouver un petit peu gadget aujourd'hui, c'est l'Internet de demain, c'est ce qu'il va faire, c'est ce que va proposer Google demain. Et pourquoi est-ce qu'ils le font? Et c'est là où ça rejoint le thème de Tristan dans la surveillance, c'est que on se dit aujourd'hui Google quand même ils nous prennent plein de données personnelles, plein, et tu le montres ils montrent nos données géographiques, notre recherche web, les sites qu'on visite et ce genre de choses. Mais il faut bien voir que c'est pas assez. Non, c'est qu'un début. Et tout le truc, c'est un système d'équilibre. C'est qu'est-ce que Google offre en contrepartie de tes données personnelles. Et aujourd'hui, tout ce que prend Google, eh ben, en fait, il prend juste ce qu'on ne questionne pas. C'est-à-dire que tout ce qui nous semble logique, finalement, bah oui, c'est normal qu'il ait dans mon historique parce que ça va m'aider dans mes recherches web, etc. Et on va pas gueuler parce que Google, ah tiens, tu vas sauvegarder mon historique web. En fait, la question, mon analyse, en tout cas ma vision, c'est Google se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir aux internautes pour leur prendre encore plus. Où est monter cette limite du non-questionnement de l'internaute. Et le non-questionnement de l'internaute, c'est cette intelligence artificielle, c'est la mettre au cœur du salon avec Google Home. Et en fait, ça va être ses goûts musicaux parce que on va pouvoir demander, allume la musique. Et ce sera cool. Quand je dirais allume la musique à Google, qu'ils sachent en fonction de l'heure, en fonction de qui est là dans le même appartement, dans tout ça, qu'ils mettent la musique qu'on aime. Et sur la plateforme qu'on aime, que ce soit Spotify, YouTube, etc. Et j'aimerais, qu'est-ce que je veux manger ce soir? Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Et là, on va lui mettre des habitudes alimentaires. Et tout ça, ça va être... parce que l'intelligence artificielle, la base de cette intelligence artificielle, c'est les données. Et c'est finalement, et c'est ce qu'ils disent, avoir un Google chacun, c'est finalement lui donner tout pour avoir l'intelligence artificielle qui finalement sera la plus pratique. Et il ne faut pas se leurrer, elle sera super pratique. Oui, elle sera magique. Elle sera magique. Et on n'imagine même pas ce que Google Assistant et les variantes, Siri et tout ça, ils sont tous dessus. Mais on n'imagine même pas ce qu'ils pourront faire pour nous. Non, mais de toute façon, ça va être exceptionnel. Hein. Enfin, le monde va être formidable. Sauf que la contrepartie aussi le sera. Et en fait, toute l'interrogation, c'est jusqu'où ils vont nous pousser à donner nos données personnelles. Parce que c'est ce que tu dis. À partir du moment où tu as un micro qui t'écoute en permanence et qui peut analyser ce que tu dis, comprendre ta voix, le retranscrire en texte, les possibilités sont infinies. Il a toute ta vie. Ouais. S'il commence à t'écouter, il a toute ta vie. Il va faire des déductions sur la base de ces choses-là. Et ce qui est intéressant, c'est une fois que tu as apprécié tout ce que t'offre Google, comment est-ce que tu arrives à vivre le jour où tu veux t'en débarrasser? Est-ce que tu pourras encore vivre et bien, et est-ce que je te rappelle. Sauf que il paraît qu'il est bien ce livre. Non, mais c'est assez marrant quand tu le dis, mais c'est.
Je te rappelle la première phrase de ton avant-propos dans ton livre. Hein. Avez-vous déjà imaginé de renoncer à toute informatique pendant un mois? Oui, mais ça sera on peut déjà plus dur. On le peut déjà plus. On est déjà foutu. Aujourd'hui, c'est dur de se passer de son smartphone et de l'Internet pendant un mois, ou même 24 heures. J'ai une collègue qui a pété son téléphone récemment. Je peux dire que c'était un peu le drame de sa vie, quoi, tu vois. Et parce qu'il fallait le temps de récupérer ses données, de racheter un... Mais là, un mois, et puis dans la mesure où tous ces services, ils sont au cœur de ton quotidien, ça va être horriblement difficile, à la limite de l'impossible, ou en tout cas du très très douloureux. Le problème, c'est qu'on y va sans y réfléchir. Bien sûr, bien sûr. On n'a jamais pris la décision d'arriver pieds et poings liés dans les bras de Google. Et surtout, c'est ça, c'est que en fait, c'est la limite du non-questionnement. C'est que ils veulent repousser cette limite-là du moment où on va donner les trucs sans questionner. Parce qu'aujourd'hui... C'est aussi que c'est pas les mêmes gens qui questionnent et les gens qui font. Enfin, pendant qu'il y a des tas de gens qui questionnent ça et nous, on réfléchit et Tristan, il écrit un livre et pendant ce temps, eux, ils font. Et ils sont sur les utilisateurs donnent. Et ils sont sur la philosophie de si c'est techniquement possible, on le fait. Et puis, Mais surtout, les utilisateurs donnent leurs données. Les utilisateurs aujourd'hui donnent leurs données. Les esprits les plus brillants cherchent les problèmes qui touchent les gens et imaginent des solutions à ces problèmes pour offrir des solutions pratiques, aisées, etc. Sans questionnement. Mais c'est une grande partie de l'énergie des mecs de Google qui sont pour la plupart brillantissimes. Elle n'a rien à voir avec l'éthique. Elle est là avec le besoin de résultats. Comment est-ce que j'arrive à me battre en fait avec Facebook? Parce que eux, leur problème, c'est aussi de concurrencer Facebook, c'est de pas laisser Facebook prendre de l'avance. Et tout ce qui a pu être une approche éthique qui a été très importante dans les premières années de Google, où vraiment les premières années ont été, je pense, assez significatives. Ils ont fait des choses très originales d'un point de vue éthique. T'as pas l'air d'accord, mais bon, au tout début, ils sont en train de se faire passer par Facebook pour qui l'éthique, on l'a vu avec le nombre incroyable de casseroles, on dirait un candidat à la présidentielle, tu vois. Ils traînent des casseroles, c'est pas possible parce qu'ils y vont à fond. Et Google est en fait entraîné vers le fond, est obligé de laisser l'éthique de côté pour pas se faire doubler par Facebook dans les services qu'ils pourront offrir aux utilisateurs. Et on le voit parce que ils sont aussi sur la réalité virtuelle comme Facebook, ils sont aussi sur l'intelligence artificielle comme Facebook. Bref, ils sont aussi dans la messagerie instantanée qui est de l'interconnexion des humains. Enfin bref, ils sont finalement en concurrence frontale, pas sur le moteur de recherche bien sûr, mais dans les services du quotidien qu'ils peuvent apporter. Et moi, quand ils font la course, c'est aux utilisateurs effectivement de regarder dans quelle direction ils veulent aller. Oui, mais c'est pas facile parce que l'utilisateur moyen, il est submergé par la technologie, il a jamais appris formellement la technologie. On lui a foutu un navigateur dans les pattes en lui disant si tu veux aller sur le site de telle marque, tu fais une recherche Google pour le site de la marque. Regarde le nombre de gens qui tapent plus des URL, ils tapent des mots-clés dans Chrome, parce que c'est la même chose, quoi. Et tu vois des gens, je veux aller sur yahoo.fr, il y en a qui y vont encore, ils vont dans Google, ils tapent yahoo.fr dans le moteur de recherche Google. Donc si tu veux, le niveau moyen des gens, parce qu'ils n'ont jamais été formés, parce qu'ils se sentent submergés, on leur donne des petits bouts d'informations pour qu'ils se débrouillent, tu vois, qu'ils survivent à la technologie, et forcément, ça empêche complètement une réflexion critique. Puisque ta préoccupation, c'est comment j'arrive à me dépatouiller avec ce truc qui est trop compliqué pour moi. Et donc, c'est pour ça que c'est nécessaire de prendre du recul, et c'est ce que j'ai voulu faire, c'est dire, ok, moi je suis fan de technologie, franchement, j'adore ça, mais il y a un moment, on est en train de filer un mauvais coton en tant que civilisation. Et au-delà, juste un dernier point, ce qui aussi justifie cette course complètement effrénée. Et c'est marrant parce que ce truc du Google Assistant avec son How can I help, parce que c'est vraiment comment est-ce que je peux t'aider, qui finalement a commencé à décoller au premier semestre de cette année. C'est un truc avec l'intelligence artificielle et les réseaux profonds, etc. C'est un truc qui va super vite en ce moment. Et la course qui est en train de se passer en ce moment est très claire, et ils l'ont dit de proposer un Google à n'importe quelle personne, c'est qu'aujourd'hui, Internet, par sa structure relativement ouverte, permet d'utiliser Google pour son moteur de recherche, d'avoir son réseau social sur Facebook et sur Twitter, d'utiliser une autre messagerie instantanée si on le veut, et un autre endroit pour stocker les photos. Le moment
où les assistants personnels en intelligence artificielle vont prendre le dessus, c'est un truc où on ne va pas en utiliser deux. C'est-à-dire on ne va pas utiliser deux assistants personnels. Et la guerre qui est en train de se mener au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau des assistants personnels, est une guerre à mort pratiquement. C'est-à-dire que chacun choisira où je vais choisir mon assistant personnel. Est-ce que je vais chez Apple, Google, Facebook? Et là-dessus, c'est la guerre est totale et justement l'aspiration des données est aussi totale. Oui, c'est clair. Déjà, au niveau du smartphone, tu choisis ton camp, t'es Apple, iPhone ou Android de Google, et tu vas pas avoir les deux, parce qu'il faudra acheter 2 fois les applications, etc. Mais là, au niveau de l'intelligence artificielle, c'est encore plus tu vas sur le même décisif. Internet. Tu vas sur le même Internet que tu sois sur Android et Apple. Le problème, c'est que quand ton interface sera l'intelligence artificielle, tu vas peut-être plus sur le même Internet. Vive le monde de demain. Voilà. Tu vois que t'es d'accord avec BD. Je vous inviterai plus jamais. Oh non, dis pas ça. Allez. Non, mais ça rend optimiste. Heureusement, hein. Heureusement que ça finit bien quand même. C'est une histoire qui finit bien. C'est pas Non, on peut encore prendre la sortie. C'est ça que je veux dire. Tu vois, sur les autoroutes de l'information, il y a une sortie marquée liberté et il faut pas tarder à tourner le volant. Non, mais pour aller tout droit, c'est gratuit. Oui, et c'est pratique, c'est tout droit, tu ne poses pas de questions. C'est ça. Sur cette métaphore aux petits oignons, franchement, elle était magnifique. On va s'arrêter avec une vidéo de chat, bien entendu, et puis on se reverra une prochaine fois. Très tristante, t'as moins le temps de venir qu'avant, mais on te reverra quand même. Volontiers. Voilà, c'est dit. C'est une vidéo de Mr. Stools. Il a 3 Maine Coon, ces beaux chats qui sont grands avec des poils longs, qui s'appellent Floshy, Friso et Lily, et qui parlent aux oiseaux, comme tous les chats. Mais eux, ils parlent tous les 3 en même temps. Suis à droite, ça va participer. Ils sont beaux en tout cas. Voilà. Ils sont beaux ces chats. Bon. Merci. Moi, je pense qu'il faut instaurer une nouvelle règle. C'est quoi? Il faut une vidéo de chaton et hop, on lit un livre. Une vidéo de chaton, hop, on lit un livre. Qu'est-ce que t'en non, penses? mais on dirait Jean-Baptiste Roger. Vous pouvez pas comprendre, mais vous comprendrez bientôt. Allez, salut. Salut. Salut, pardon. Eh ben...